Salut Booktube, nous allons faire une vidéo que je n'aurais jamais pensé faire. Bon, c'est pas vrai, ça m'est déjà arrivé d'avoir un mood comme ça incompréhensible qui me submerge d'un coup et où je ne me reconnais plus. Je pense que c'est parce que j'étais très fatiguée, que j'avais besoin de lectures reposantes, pas prise de tête, pas trop de world building, pas trop de trucs déprimants parce que tous les contemporains que je lis, c'est badant. J'avais pas envie de tout ça, donc je me suis tournée vers un genre que je n'aime pas d'habitude, que je lis très peu, mais avec quelques twists que vous allez comprendre très rapidement. On va mettre une ambiance un peu plus adaptée. C'est beaucoup mieux. Donc, j'ai eu une folle envie de lire de la romance. Je sais, tout le monde est choqué. J'en suis choquée la première, je sais, vous ne me reconnaissez plus. C'est toujours moi, Juliette, parce que ça y est, je crois que mon mood romance retombe et je déteste la romance maintenant, ça y est. C'est fini, ne vous inquiétez pas. C'était une maladie transitoire et elle est passée, mais je vais bien. Blague à part, donc j'avais envie de lecture pas prise de tête et de romance parce que je voulais un truc mignon, un truc adorable, un truc qui se lise tout seul, où on a envie de continuer, page turner, etc. Et quoi de mieux que de la romance pour ça? Finalement, ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Je voulais être bonne élève, je voulais avancer dans ce que j'avais à lire, et tout ça. Mais j'avais un petit peu en tête quand même Ali Hazelwood, parce que c'est la queen et ma préférée en termes de romance. J'ai tout de même fait la bonne élève, puisque j'ai commencé par un Emily Henry, il s'agit de Beach Read. Alors, je me suis complètement plantée parce que, en fait, je croyais que j'avais mis Happy Place sur ma liseuse. Et sauf que je les ai confondus, donc j'étais persuadée que c'était son nouveau roman. Et quand même, en lisant le roman, au début, je me suis dit, mais mince, c'est quand même vachement proche d'un autre que j'avais entendu des avis il y a un moment quand même. Et après, j'ai réalisé que du coup, non, ce n'était pas son dernier roman, c'était bien celui d'avant. Donc, bref. Emily Henry, j'aime quand même pas mal, cette autrice de romance. Beach Read, donc on va suivre deux personnages donc, qui vont se rencontrer, il s'agit de deux auteurs, enfin rencontrer, ils se sont déjà connus, ils étaient un peu rivaux en termes d'écriture à la fac, toujours un peu un pitch habituel on va dire en romance, qui ne changera pas d'ailleurs tout au long de cette semaine de lecture 100% romance, vous allez voir. Et donc ils se rencontrent dans des maisons près de la plage, d'où le beach read, et ils sont tous les deux dans une panne d'écriture, ils ont un peu le syndrome de la page blanche. Notre protagoniste, car elle a perdu son père il y a pas très longtemps, ce qui a révélé des choses inattendues sur lui, et notamment le fait qu'il ait eu une maîtresse, etc. Donc ça lui a fait remettre en question beaucoup de choses. En plus, juste après, elle s'est fait larguer par son mec, ce qui est absolument délicieux. Donc voilà, beaucoup de remises en question de la part de la protagoniste, qui fait que, vu qu'elle écrit du feel good et de la romance d'habitude, bah c'était pas trop l'ambiance dans sa tête, donc pour écrire c'était compliqué. Et le personnage principal masculin, dirons-nous, qui écrit d'habitude des choses beaucoup plus sérieuses, sans aucune fin heureuse, on va dire. Et du coup, ils vont faire un pacte et ils vont échanger les genres, et donc lui devra écrire une romance feel good qui finit bien, et elle devra écrire des choses un petit peu plus compliquées, et ils vont s'échanger, s'expliquer un petit peu comment l'un et l'autre procèdent pour écrire son genre, la réalisation de dates, etc. Vous savez comment ça va se passer, une romance va naître, évidemment, c'est le principe. J'ai trouvé que c'était plutôt mignon, plutôt agréable, c'était sympa. J'ai bien aimé le côté aussi relation familiale qui était décortiqué. On n'a pas que la romance et ça c'était appréciable. Voilà, j'ai trouvé que c'était sympathique, j'ai pas trouvé que c'était incroyable. L'alchimie fonctionnait plutôt bien. Voilà, c'est plutôt ça que j'ai envie de dire, c'est que c'est un roman qui fonctionne bien. C'est une romance qui fonctionne très bien si vous êtes amateur, amatrice du genre. Ça fonctionnera bien quoi. J'ai passé un très bon moment, je l'ai lu en 24 heures, mais ça va pas me rester ad vitam aeternam dans la tête quoi. Un petit point noir par contre, qui est totalement un pet peeve de ma part, parce que c'est quelque chose que je n'aime pas particulièrement, parce que je trouve que c'est pas forcément sain et que c'est beaucoup trop représenté dans les livres et notamment dans les romances, c'est qu'on a vraiment une protagoniste qui ne va pas bien, qui est au fond du gouffre, et qui va mieux grâce à notre protagoniste masculin, et en fait c'est l'amour qui lui fait sortir de sa dépression. Non, déjà ça ne se passe pas comme ça, et il ne faut pas que ça se passe comme ça, parce que en pratique en fait c'est pire, parce que s'il n'y a qu'un mec qui peut nous faire sortir
d'un moment où ça ne va pas, alors on est complètement dépendante. Je parle dans un cas de fille-homme, hein, parce que c'est la situation dans laquelle ils étaient, mais l'inverse peut être totalement vrai également. On devient donc totalement dépendante de l'homme, on devient une proie facile aussi pour des relations probablement beaucoup plus toxiques. Voilà, vous voyez l'idée. Donc j'ai trouvé que c'était pas forcément incroyable, mais c'est pas forcément gênant, c'est juste qu'on le voit beaucoup, très souvent, et donc ça me dérange un petit peu. Et je voulais en parler, même si ça n'a pas gâché mon appréciation du livre. Donc une fois que j'avais lu Beach Read, j'ai enchaîné avec le Guilty Pleasure, puisque j'ai relu The Love Hypothesis. Puis j'ai relu Love on the Brain. Puis j'ai lu les novellas de Ali Hazelwood. Puis j'ai relu Love Theoretically. Donc en fait j'ai relu tous les Ali Hazelwood en 4 jours. Ça fait un par jour, ça va, ça va. Entre temps, j'ai quand même lu autre chose, mais pour la rage, on va laisser un petit peu après. Je ragerai en fin de vidéo si ça vous embête pas. Là, je vais fangirler un petit peu. Déjà, pour tous les détracteurs d'Ali Hazelwood, oui, c'est toujours pareil. Oui, le protagoniste masculin est toujours pareil. Il est toujours très grand, tout ça, très gentil, etc. Mais ça fait tellement du bien, quoi. C'est hyper réconfortant, c'est hyper réaliste. On a des relations qui sont hyper saines, qui sont d'une absence de toxicité complète, avec de la communication entre les deux parties, bon, plus ou moins, hein, mais en tout cas dans les choses qui sont importantes, dans les moments et les instants pivots de la relation qui sont importants, on a vraiment cette communication qui se met en place. Et ça, c'est essentiel pour moi, et je trouve que c'est hyper bien fait ici. Et vraiment, Ali Hazelwood, pour ça, elle est géniale. Elle prend les codes, mais elle s'en moque. On voit qu'elle est totalement consciente que c'est ridicule. Par exemple, dans The Love Hypothesis, où on a du fake dating, et la protagoniste dit au mec, elle lui dit bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? On met des règles, parce que, oui, je la connais bien cette trope. Elle lui dit I'm familiar with the trope. Voilà quoi, on peut pas faire plus self-conscious que Ali Hazelwood en romance. Ça se voit qu'elle sait ce qu'elle fait, qu'elle sait de quoi elle parle, qu'elle est hyper consciente des tropes qu'elle utilise, qu'elle est hyper consciente de tout ce qu'elle fait. Et pour ça, je trouve que c'est des romances qui sont hyper intelligentes, hyper bien faites. On a aussi de plus en plus, je trouve, une emphase sur tout ce qui va être non-romance, donc tout ce qui va être dans le milieu académique, puisque si vous ne savez pas, donc tous ces romans là dont je vais parler, ils sont dans un milieu académique, donc le milieu de STEM comme ils disent aux US, c'est-à-dire Science, Technology, Engineer, Mathematics, je crois. Bref, c'est la science quoi, les sciences dures en tout cas. Et donc on a toute une dimension du côté de la recherche, du côté académique, de doctorat, d'avoir un PhD, des galères pour avoir des financements, des galères de salaire, de machin, de trucs. Voilà, en gros, on a tout ce milieu-là et que je trouve hyper intéressant. Encore plus intéressant parce que, du coup, moi-même, j'ai eu l'occasion là de participer à ce milieu et d'être dans ce milieu-là. Et j'avais lu The Love Hypothesis alors que je n'y étais pas encore. Et du coup maintenant d'avoir ça, je trouve que c'est hyper drôle parce que je relate vachement plus, particulièrement pour The Love Hypothesis parce qu'elle est en grad school, donc en fait elle est en train d'avoir son PhD, donc en fait c'est une thésarde, et du coup elle est plus proche de moi que les gens qui ont déjà leur PhD, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper drôle et aussi hyper frappant de voir un petit peu les différences qu'on peut avoir aux US et en France dans certaines choses, et notamment il y a plusieurs trucs qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont vraiment choqué. Et la première, vraiment, c'est toute la dimension sur le sexisme qu'on peut voir dans ces livres, qui est hyper intéressant, qui est hyper bien représenté, je trouve. Mais j'ai trouvé ça assez marquant parce que, en fait, ils disent, et je pense qu'il est vrai, hein, que genre aux US, c'est 10%, je crois, qu'il y a en STEM de femmes. Et genre dans tous les milieux quoi, même il y en a une qui est en bio et elles étaient deux filles dans sa promo, donc c'est Olive dans The Love Hypothesis, elle est en biomed et elles étaient deux alors que nous, vous allez dans les facs, nous c'est public en plus, donc vous allez dans les facs pour faire de la recherche en bio, il y a que des meufs hein. C'est vraiment, je dis pas pour les sciences type maths, type physique pure, il y a quand même encore un gros déséquilibre,
Mais le déséquilibre en bio et tout ça, c'est plutôt inversé chez nous, alors que pas du tout aux US. Et je trouve que c'est assez fou. Et donc il y a cette première différence là, et la deuxième différence c'est pour les horaires de travail. Désolée, parce que la science c'est quand même assez light, même si quand on a un PhD, les thésards souvent travaillent plus, mais c'est quand même pas comme eux, ils font 8h, 23h quoi. Mais après, c'est aussi lié au fait que c'est beaucoup associé à des écoles privées, et qu'il y a beaucoup de rentabilité aussi qui est investie par ces endroits privés, et aussi il y a un petit biais qui est que souvent, elles sont dans des écoles prestigieuses, et notamment il y a Harvard, dans Love and the Brain, c'est la NASA. C'est quand même des gros trucs quoi, c'est pas la fac du coin, on va dire. Donc voilà, il y a ces deux trucs là qui m'ont marqué, qui m'ont beaucoup étonnée. Et je trouve que vraiment la représentation de chercheuses et de la science est hyper bien faite. C'est hyper intéressant, c'est vraiment au centre en fait aussi. Encore une fois, les relations sont hyper belles, hyper mignonnes. D'avoir relu The Love Hypothesis, je me pose un peu la question de qui je mets en haut, quel livre est le mieux des trois. Les novellas sont clairement en dessous. Il y a beaucoup de smut, donc il y a beaucoup de scènes de sexe par rapport... En fait, on va dire qu'il y en a autant dans les novellas que dans les romans, peut-être un peu moins, mais vu que c'est un tiers, en fait, ça fait par page, on va dire, il y a beaucoup plus. En gros, il y a une grosse scène de sexe par novella. Si c'est pas ce que vous préférez, je pense que les novellas, vaut mieux oublier. C'était vraiment en dessous. Clairement, si je rank les protagonistes masculins, je pense que en premier, il y a clairement Love and the Brain avec Levi. En deuxième, c'est The Love Hypothesis. Et en troisième, c'est Love Theoretically. Je trouve que le protagoniste masculin est le moins parfait, entre guillemets, des trois. Mais c'était aussi quelque chose que j'avais dit dans mon dernière lecture, que j'ai trouvé intéressant. Parce que j'ai trouvé que ça amenait aussi beaucoup de bonne communication. Et qu'on voit pas forcément sur des sujets qu'on voit pas forcément dans les romances. Et donc je trouve que c'est intéressant d'un point de vue renouvellement du genre, renouvellement des livres. Je trouve que c'est intéressant. Dans la relatability, je trouve que Olive est la protagoniste avec laquelle je relate le plus. Donc Olive de The Love Hypothesis en premier, ensuite on a Love Theoretically et ensuite Love and the Brain. Parce que vraiment, Olive, je relate énormément à beaucoup de choses. Elle a un côté très gêné, très awkward en société que j'adore parce que je relate énormément. C'est vraiment ce qui fait que j'aime particulièrement The Love Hypothesis, même si je réalise bien qu'il est peut-être un petit peu en dessous des autres. Je pense qu'en termes de qualité brute, ça s'améliore de roman en roman. Donc, en fait, Love Theoretically est mieux, et le plus intéressant en tout cas. Le mieux pour une romance classique, je pense que c'est Love and the Brain, parce que Love Theoretically s'éloigne un petit peu peut-être de ça. Par les sujets, il y a un peu moins d'emphase sur la romance, un peu plus sur l'autre storyline. Mais en même temps, le romantic interest de Love and the Brain est absolument parfait. Et en même temps, dans The Love Hypothesis, je préfère la protagoniste. Donc c'est compliqué, vous voyez, c'est compliqué. Mais bref, tous les livres d'Ali Hazelwood sont absolument incroyables. C'est pas nouveau, hein. Mais si vous aimez pas trop la romance parce que vous aimez pas les clichés... Non, je dirais un truc. Si vous avez déjà lu des fanfictions et que vous aimez les fanfictions, vous allez aimer Ali Hazelwood. C'est toujours partie d'une fanfic, déjà, donc ça suit énormément les codes de la fanfiction. Ça suit vraiment ces codes-là. Si vous aimez la fanfic, vous allez aimer ça, c'est sûr. Si vous aimez les romances avec des scènes explicites, scènes de sexe explicites, mais pas trop, vous allez aimer aussi. C'est toujours un peu gênant les scènes de sexe, mais je trouve que là elles sont plutôt bien faites. En anglais en tout cas ça passe très bien. Comme dans une fanfic en fait. Voilà. C'est le même genre, encore une fois je vous dis, c'est les mêmes codes en fait, donc c'est le même genre de scènes de sexe. Si vous aimez pas trop les romances pour tout le côté cliché, pour le côté un peu ridicule de certaines situations, je pense que ça peut vous plaire. Parce que vraiment on sent une autocritique au fond, une autrice qui s'amuse de son propre genre. Et ça moi c'est vraiment ce que j'aime. Et c'est pour ça que ça me paraît beaucoup moins cliché. Même si ça l'est, mais c'est juste que la façon dont c'est fait, en fait, on rigole avec elle. On rigole avec l'autrice des situations, quoi. On se moque jamais des protagonistes, mais on rigole des situations dans lesquelles ils sont. Et c'est ça qui est vachement bien fait. Et donc, je pense que si vous aimez pas trop la romance comme moi, vous allez voir après, je vais en reparler, mais je pense vraiment que ça peut vous plaire. Bon, je vais peut-être faire tourner la page sur Ali Hazelwood, parce que j'en ai peut-être un peu beaucoup parlé déjà. Ça va se transformer en vidéo Ali Hazelwood. Mais
On va passer à la rage parce que après The Love Hypothesis, je voulais refaire La Bonne Élève et je voulais lire autre chose. Et donc j'ai pris The Kiss Quotient de Helen Huang. C'est un livre qui a des reviews un peu mitigées. J'aurais dû m'attendre à ce que ça ne passe pas. Mais il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient beaucoup et c'était notamment le fait qu'il y ait une protagoniste qui soit autiste et donc vraiment j'étais hyper intéressée par ça. Et donc je voulais vraiment quand même le lire. Et du coup je me suis attelée au truc. La protagoniste est en effet clairement autiste, c'est annoncé dès le début hein. Et je trouve que les signes autistiques, en tout cas jusque là où je suis allée, étaient quand même plutôt bien. Le bas blesse parce que c'était un dual POV, donc on a aussi le point de vue du mec. Pour vous faire le résumé, avant de rager, donc la protagoniste est sortie avec un mec à un moment et il lui a dit que le sexe c'était pas trop ça et que en gros elle faisait l'étoile de mer et rien de plus et donc elle a envie d'apprendre et elle aimerait bien s'entraîner du coup pour apprendre, de façon très cartésienne, voilà, logique, elle est pas très bonne donc il faut qu'elle s'entraîne et donc elle va engager un escorte pour lui apprendre en gros le sexe et donc c'est notre protagoniste masculin qui du coup fait ça pour vivre, hein. C'est son salaire, voilà. Un peu à contre-cœur, mais ça va. Et donc, la première fois qu'ils se rencontrent au restaurant, elle l'a engagé et tout ça. Et là, donc page 25, on a « This girl was different ». Comment vous dire que j'ai rage quit direct? J'ai refermé le livre et paf, je dis c'est pas possible. J'en peux plus des choses où les hommes, où le mec voit la différence directement, il voit que elle est pas comme les autres. Oh là là, c'est insupportable, c'est vraiment insupportable. Voilà, je n'ai aucune autre raison à donner, c'est juste que ça m'énerve, ça m'insupporte. J'ai fait une vidéo sur le Not Like Other Girls et je maintiens tout ce que j'ai dit dedans, c'est sexiste, c'est que ça diminue, ça rabaisse les autres femmes, c'est pas non plus forcément hyper valorisant pour la fille qui notamment est autiste et souffre de cette différence, donc merci, une fois ça permet de te taper un mec, mais bon, pour le reste c'est pas forcément incroyable. Enfin voilà, bref, rien ne va avec cette phrase et j'ai pas rage quit direct, j'ai continué pendant 5 pages après, c'était toujours dans la même veine, donc ça m'a saoulée, j'ai arrêté. Je ne peux pas vous dire la qualité du livre, juste il y a ça m'a énervé, après j'ai arrêté. Voilà. Et ensuite, je me suis dit, allez, on va se remettre un petit peu dans de la fantaisie, dans autre chose, et donc je me suis dit que j'allais lire, j'étais dans un mood romance, donc je me suis dit, allez, une petite romantaisie, pourquoi pas, ça peut bien passer. Donc j'ai pris des notes, mais 4,6 sur Goodreads, Divine Rivals de Rebecca Ross. Dans Divine Rivals, on va suivre 2 personnages, donc un garçon et une fille, qui ont 19 et 20 ans et qui travaillent dans un journal. En fait, ils sont un peu stagiaires en gros dans un journal et il y a un poste de columniste, donc je pense que c'est un rédacteur en fait, vraiment une vraie personne qui va vraiment participer au journal. Donc il y a un poste pour les deux, donc ils doivent se battre un petit peu pour le poste et donc on arrive à la fin de leur rivalité et le garçon a pris le dernier papier, le dernier assignment pour prouver ce qu'il vaut. Dans ce monde-là, on a donc une guerre entre 2 dieux, donc il y a le dieu du nord et la déesse de l'est, je crois, et donc eux ils sont à l'est, et il y a beaucoup de personnes qui se font enrôler, pas de force, mais manipuler un petit peu par la déesse, par la chanson de la déesse, pour aller se battre pour elle et pour aller se battre contre l'autre dieu. Et donc on est dans une ville assez loin du front, assez loin de la guerre, mais qui a quand même ses impacts parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller combattre. Et il y a toute une pas une propagande, mais une limitation de ce qu'on peut dire sur le sujet de la guerre par les hauts placés, par la politique, quoi. Et il y a une mythologie qui est hyper intéressante derrière tout ça, et on a un monde un petit peu proche, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, en gros niveau technologie, donc il y a l'électricité, il y a des choses comme ça, on n'est pas à notre niveau de technologie, mais il y a un petit peu des choses, et donc c'est un milieu très intéressant je trouvais pour un setting de fantasy, et je trouve que l'ambiance est vraiment hyper bien faite, hyper bien. Je trouve que l'ambiance de la guerre, la mythologie, il y a un world building qui est très léger, qui se fait par toutes petites touches progressivement, et je trouve que c'est hyper bien fait. On est vraiment entre la fiction historique et la fantasy, et je trouve que ça se marie hyper bien, notamment dans l'écriture.
Vraiment, j'ai trouvé que ça se mariait très très bien, que l'ambiance était hyper bien rendue. Mais ce n'est pas de ce dont on va parler ici, hein, parce que vous voulez savoir pourquoi j'ai rage quit. Tout le plot se base sur le fait que donc il se déteste, en fait non, elle le déteste lui, puisque lui a beaucoup d'argent, elle c'est une pauvre petite fille qui a dû arrêter ses études pour aider sa mère financièrement, parce que sa mère, suite à l'enrôlement du frère, a sombré dans l'alcool, et donc il faut que la jeune fille travaille pour payer le loyer, pour payer l'alcool de sa mère, etc. Bref. Elle le déteste parce qu'elle veut absolument son boulot et qu'elle est persuadée qu'elle ne l'aura pas, puisque le père de son rival va donc payer le journal pour que ce soit lui qui ait le poste. Mais elle écrit des lettres à son frère avec une machine à écrire qu'elle en met sous sa porte, sauf que ça disparaît. Les lettres disparaissent quand elle les glisse sous la porte de son placard. Et évidemment, c'est lui qui les reçoit. Hein, lui comprend tout de suite que c'est elle, rapidement en tout cas, mais elle ne le sait pas. Un jour, il va commencer à répondre en disant que c'est pas son frère, mais il ne donne pas son vrai nom. Il ne lui dit pas qui il est. Sciemment, hein, il sait très bien qui elle est, et il dit il faut pas que je lui dise. Et donc va commencer une correspondance comme ça, où ils vont se livrer peu à peu, sans jamais que lui dise qui il est, hein, bien sûr. Et c'est là que ça devient compliqué, parce qu'on va parler d'amour, de sentiments très forts, d'attachement, du fait de vouloir absolument lui reparler, alors que vous en changez une lettre tous les soirs. Enfin les gars, c'est pas non plus incroyable. Enfin j'ai vraiment l'impression de voir les romances de 15 ans quoi, des romances de 15 ans, pas les romances de 19-20 ans dans ce genre de société, avec en plus un mec qui ment ouvertement, hein, bien sûr. Et on a aussi beaucoup de choses qui sont vues et revues extrêmement clichés sur la définition des personnages, puisque lui va régulièrement dire qu'il ne peut pas se livrer, qu'il a l'impression d'avoir une armure pour ne pas se faire blesser par les autres, parce que sinon c'est trop difficile, etc. Le coup de l'armure, vraiment, c'est une métaphore qu'on voit tout le temps. C'est insupportable. C'est vraiment... Je ne peux pas me livrer à personne, mais sauf à toi, à qui j'ai envoyé 3 lettres, parce que tu me comprends, toi. Je sais pas pourquoi, ça m'a vraiment saoulée. C'est vraiment... J'ai trouvé ça mal amené, pas bien fait, pas subtil du tout. Voilà. J'ai vraiment pas aimé. Il y a beaucoup de gens... Si vous avez regardé les ratings, c'est ridicule, hein, vraiment, c'est... 4,6, je vous le dis, sur beaucoup de ratings. J'ai plein d'amis qui l'ont noté 5 étoiles. Bon, voilà. Je ne sais pas, je pense que soit mon mood de romance était vraiment en train de se tarir, soit je ne sais pas. Soit vraiment c'était pas pour moi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont qui ont un peu trigger ma rage. Le coup de l'armure, le coup de ne pas pouvoir être soi-même, le coup d'avoir envie de se livrer, de se dévoiler, etc. Ça vraiment, j'en peux plus quoi. C'est tout le temps ça, les YA et... Oui, ils ont 19-20 ans, mais c'est quand même du YA, parce que vu les tropes, vu la façon dont c'est amené, ça suit les codes du YA. J'aurais bien aimé plus voir la guerre, plus voir l'univers, l'ambiance, plutôt que cette correspondance un peu ridicule et niaise. Mais que voulez-vous? C'est comme ça. Donc je ne l'ai pas fini, je me suis arrêtée à un peu plus de la moitié. Vous voyez pas l'intérêt. En vrai, j'aurais pu le finir. Mais je voyais pas l'intérêt, ça me saoulait, donc j'ai dit stop. Voilà, la fin de ma semaine de romance. Je pense que je vais m'éloigner un petit peu de la romance pour un moment. Ça y est, mon envie de romance a un peu redescendu. Vu tout ce que j'ai lu en même temps, j'espère. Et je pense que je vais très vite switcher à un truc de dark, d'une ambiance glauque, de sang, de gens qui tabassent des autres gens, de meurtres, etc. Parce que c'est souvent comme ça que ça va avec moi. Ça m'est déjà arrivé par le passé et ça s'est passé comme ça. Donc on verra. L'avenir nous le dira. Je reviendrai vers vous pour un prochain dernière lecture, moins thématique probablement. Peut-être thématique dans l'horreur et dans le dark, on ne sait pas. J'espère que cette vidéo romance mi-gushing sur Ali Hazelwood, mi-rage sur les autres romances vous aura plu. J'espère que si vous êtes là de toute façon et que vous n'aimez pas forcément beaucoup la romance, que ça ne vous aura pas trop saoulé, que je vous aurai au moins un peu fait rire avec cette vidéo. Mais en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.